France Culture, le Book Club, Nicolas Herbault. À 90 ans, ce grand écrivain américain vient de faire son grand retour dans les librairies françaises. Un double retour. Cormac McCarthy publie donc 2 romans en l'espace de quelques semaines. Le Passager, depuis mars dernier, et aujourd'hui, le 5 mai, Stella Maris. On vous explique évidemment le lien entre les deux dans un instant. McCarthy est un romancier singulier. Il a son style, ses obsessions. Il n'a pas peur de bousculer les codes. Sur ses 10 précédents romans, 5 ont d'ailleurs inspiré une adaptation au cinéma. Cormac McCarthy est très mystérieux, comme ses personnages. C'est ce que nous verrons avec nos invités, mais nous allons évidemment essayer de percer ce mystère, accompagné, comme tous les vendredis, de Pierre Croze. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire babelio.com et de la communauté enthousiaste du Book Club. C'est une œuvre, une grande œuvre. Une œuvre que je n'ai pas lâchée tant j'ai aimé me perdre dans l'intrigue dont Bobby Western est le héros. La grande prouesse de Cormac McCarthy, c'est d'avoir réussi à créer une héroïne extrêmement touchante derrière son cynisme. C'est un livre hallucinatoire, un livre qui restera dans mon panthéon personnel. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbault. Avec les voix de Cécile et Stéphane de la communauté du Book Club qu'on entendra dans quelques instants. Bonjour Olivier Cohen. Bonjour. Vous aviez fondé en 1991 les éditions de l'Olivier dont vous étiez le PDG. Vous avez passé la main en septembre dernier, mais vous restez conseiller éditorial et c'est bien aux éditions de l'Olivier que paraissent les 2 derniers romans de Cormac McCarthy, traduits par Serge Chauvin et Paul Guivarch. Olivier Cohen, c'est une longue histoire, une longue aventure qui vous lie à ce grand écrivain américain, qui est donc publié chez vous depuis 1996, si je ne dis pas de bêtises. Le Gardien du Verger, c'est le premier roman que vous avez édité. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment, de ce que vous avez ressenti quand vous avez lu pour la première fois l'un de ces romans ? Oui, j'ai ressenti de l'exaltation. Voilà, c'était un moment d'étonnement, de bonheur. Et j'ai ressenti exactement le même sentiment, mais amplifié la première fois que je l'ai publié comme éditeur. Je n'en rêvais même pas. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Et ben voilà, c'est arrivé. C'était le tome 2 de la trilogie des Confins qui s'appelle Le Grand Passage. Et cet enthousiasme, il est toujours présent aujourd'hui alors que vous publiez ces 2 derniers romans ? Il est toujours présent et il s'est communiqué, je crois, à toute l'équipe de l'Olivier. Et ça, j'oublierai jamais ce moment. C'était juste avant Noël. Et son agent nous a appelés pour nous dire, voilà, vous allez recevoir 2 manuscrits. C'était les 2 romans donc que nous publions maintenant et qui étaient devenus mythiques. On en parlait depuis des années. Cormac McCarthy était très gravement malade. Il avait interrompu la rédaction de ses livres. Et franchement, je n'espérais plus vraiment. Et là, ça a été extraordinaire de découvrir ces 2 textes manuscrits. C'était merveilleux. Alors on va parcourir évidemment la vie de Cormac McCarthy, l'œuvre et ses 2 derniers romans. Et on va le faire aussi avec Fabrice Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à distance avec nous en direct. Vous êtes écrivain, critique littéraire et vous dévorez, si je puis me permettre, toute la littérature anglo-saxonne. Et vous avez été très enthousiasmé, comme Olivier Cohen, par Le Passager de Cormac McCarthy. Je vous pose un peu la même question. Comment s'est faite, vous, la rencontre avec McCarthy ? Alors, moi, la rencontre s'est faite elle s'est faite tardivement avec Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme, qui était loin d'être le premier roman de Cormac McCarthy. Mais très très vite, il y a un enthousiasme qui a été suscité par cette lecture. Et comme ça m'arrive souvent dans ce genre de cas, j'ai envie de découvrir toute l'œuvre sans délai de l'auteur en question, ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, quand on entend Olivier Cohen parlait de
découverte et puis la joie qu'il a eue de publier cet auteur et de l'accompagner. Je pense que pour moi, enfin, je me retrouve totalement dans cette joie et dans cet enthousiasme, et je les comprends parce que moi, je le tiens tout simplement probablement pour le plus grand auteur américain vivant, et je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir encore avec nous aujourd'hui. Alors on va évidemment parler de ces 2 derniers manuscrits que vous publiez aujourd'hui aux éditions de l'Olivier. D'abord, on va écouter Stéphane. Stéphane, c'est un membre de la communauté du Book Club. Il a déjà lu, bien sûr, Le Passager, et voici ce qu'il en retient. Lire Le Passager de McCarthy est une aventure délicieuse et pleine d'énigmes. Il bouscule le lecteur, il le perd pour mieux le perturber sans lui donner les réponses. C'est une œuvre, une grande œuvre, une œuvre que je n'ai pas lâchée tant j'ai aimé me perdre dans l'intrigue dont Bobby Western est le héros. Un héros attachant, imparfait, solitaire, un héros que l'on aime, un héros qui incarne une sagesse visionnaire. L'écriture est libre, audacieuse, digne d'un être qui n'a rien à perdre, qui s'amuse, qui se joue des codes. C'est un livre hallucinatoire, un livre qui restera dans mon panthéon personnel. Le Passager est une œuvre qui englobe une intrigue avec des questionnements justes et beaux sur la physique quantique, sur le deuil, sur l'écologie, et j'en passe. Pas de réponse, juste de la fiction, et c'est bon. J'imagine que vous êtes un éditeur heureux, Olivier. Oui, non, mais je suis d'accord globalement avec tout ce qui vient d'être dit, bien sûr. C'est un roman qui impressionne, salué d'ailleurs par les libraires, par les critiques, par la presse. On parle d'un roman foisonnant, complexe, hétéroclite, déconcertant. Il y a Marie Dariussec qui écrit dans Le Monde que McCarthy propose là une expérience de lecture hallucinée qui demande de l'insomnie, de la patience et de la curiosité scientifique. Ça veut dire qu'il n'est pas si accessible que ça? Alors, il y a une légende autour de certains écrivains, on dit c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Ou alors, quand on veut être gentil, on dit c'est exigeant. Mais quand on pense à certains auteurs comme, disons, Faulkner, à qui on a souvent comparé Cormac McCarthy, je ne sais pas si vous avez lu ou relu récemment Le bruit et la fureur, mais bon, c'est assez exigeant. Il y a d'autres livres comme ça, je ne sais pas, il y a L'arc-en-ciel de la gravité de Thomas Pynchon, ou même, bon, plus classique, aujourd'hui c'est considéré comme classique, Ulysse de James Joyce. Bon, ce sont de grands livres, et ce sont des formes, si vous voulez, inédites du roman, et donc c'est vrai que ça demande une certaine attention, mais c'est pas si difficile que ça. Et puis alors, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le lecteur devrait tout comprendre dans un roman. Et au nom de quoi? Au nom de quoi? Parfois, on a l'impression même que l'auteur est dépassé par ce qu'il écrit. J'ai envie de dire, il y a des livres qui sont plus intelligents que leurs auteurs. Hein, et pourquoi? Personne n'en sait rien. Donc, avec un auteur comme Cormac McCarthy, il faut simplement accepter que c'est un grand inventeur de formes, et il vous prend par la main, vous le suivez ou vous le suivez pas. Pierre Croze. Sur la forme, ça a beaucoup été commenté par les lecteurs sur Babelio. Je peux vous partager quelques passages. 15 ans qu'on piétinait de pied ferme, et puis le voilà avec cette chose au contour mystérieux et intemporel qu'on ne s'y trompe pas. J'ai aimé, j'ai adoré, mais comme j'ai souri en imaginant le vieil homme concocter sa mixture démoniaque, se riant sûrement de la stupeur à venir de son éditeur. Est-ce que vous avez été vous-même surpris par la forme peut-être de ces 2 derniers romans? Un peu, mais pas tant que ça, vous savez, parce que quand on a oublié une chose, je crois, c'est que les premiers romans de Cormac McCarthy se vendaient pas du tout, hein, comme Faulkner, si vous voulez, c'est exactement la même chose. Il n'était pas si bien accueilli que ça. Pendant des années, McCarthy, qui refusait de faire autre chose qu'écrire, a vécu de manière très, très précaire, hein, avec sa famille. Et quand on a commencé à le publier, après que Lafon, puis Gallimard, puis enfin Actes Sud les publiés en France, il n'était pas connu, il était réputé pas facile à lire. Ses livres se vendaient relativement peu.
Et au prix de grands efforts de communication, je crois qu'on a réussi à passer un cap et on vendait à peu près 20 000 exemplaires de ces livres dans le meilleur des cas. Et puis, il y a eu la surprise de La Route qui s'est vendue à plus de 700 000 exemplaires. Et je pense que beaucoup de gens s'attendaient à un livre aussi linéaire, aussi simple dans un sens que La Route. Or, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'avec, comme l'a dit Philippe Garnier très justement, c'est un retour aux sources finalement de son œuvre. Fabrice Collin, on se retourne vers vous évidemment. Le Passager, vous avez tout compris. Vous parlez d'un chef-d'œuvre incompris en approche dans vos critiques. Ça veut dire que vous êtes comme Olivier Cohen, vous vous attendez à ce qu'on ne comprenne pas ce roman, en tout cas qu'il soit critiqué. Ah oui, dès le départ, quand j'ai eu le diptyque entre les mains, je me suis dit, bon, il y a des gens qui vont passer à côté, mais attention, moi je prétends pas l'avoir entièrement compris. Je pense que personne ne peut prétendre ça, et probablement pas, comme ça a été souligné, l'auteur lui-même, parce que je pense que c'est peut-être une œuvre qu'il dépasse et qui s'aventure très loin, non seulement sur les terres du langage, mais ce qui est nouveau chez lui, sur les territoires aussi de la science, des mathématiques, de la physique et de l'origine de la signification du langage. Donc on est dans des termes métaphysiques, là. Bon, il y a un contenu philosophique. Ce que je me suis dit quand même à la lecture, c'est que, bon, il y a plusieurs couches, quoi. C'est-à-dire que il y a la lecture du récit lui-même, de ces deux récits imbriqués. Il y a ce qu'on en comprend. Il y a ce qu'on appelle en cinéma des Easter eggs, c'est-à-dire des petites choses qui sont disséminées, qu'on peut voir ou pas. Et puis ensuite, simplement, il revient à chaque lecteur de savoir ce qu'il en retient, ce qu'il en comprend. Il n'y a pas une interprétation qui primerait sur les autres. Mais simplement, moi, il m'est apparu que, bon, dans les critiques que j'ai pu lire, il y a des gens qui sont passés à côté d'éléments essentiels du récit. Pas forcément en parler ici pour pas dévoiler trop de choses de l'intrigue, mais disons que c'est un diptyque qui parle notamment de physique quantique, donc on est déjà dans quelque chose d'assez compliqué, mais ça se retrouve dans la structure même des deux livres qui sont presque, qui dépendent l'un de l'autre, qui se répondent l'un à l'autre, et bon, il y a quelque chose de un petit peu évanescent sur un personnage du frère qui est dans le coma à un moment. Et, bon, dans le livre, le passager, évidemment, il est sorti de ce coma parce que sinon il ne peut pas raconter son histoire. Mais dans l'histoire que raconte sa sœur à son psy, il est toujours dans le coma, puisqu'on est en 1972, on est plus tôt, et là, on ne sait pas si le frère est sorti du coma ou pas, et il est par exemple loisible de se dire que toute la partie du passager se passe uniquement dans l'esprit du frère qui est resté dans le coma. C'est une interprétation, c'est une possibilité. Il n'y a rien qui dit que c'est ça, mais il n'y a rien qui peut non plus dire le contraire. Je pense que c'est le propre des grandes œuvres littéraires que de prêter le flanc à des interprétations diverses qui ne peuvent pas être niées. Chacun aura la sienne. Il faut laisser une part de mystère, ça on l'a bien compris. Alors juste pour que ce soit clair pour tout le monde, donc dans Le Passager, le roman qui est sorti au mois de mars, le héros s'appelle Bobby Western. Il dit être un plongeur de récupération, mais qui est aussi donc, mathématicien, physicien, de discipline qu'il a abandonné après la mort de sa sœur Alicia, qui est disparue mystérieusement 10 ans plus tôt. Et c'est là où on se retrouve dans ce deuxième roman, Olivier Cohen, Stella Maris, qui est donc l'histoire d'Alicia 10 ans avant et qui se confie à son psychologue. Oui, bonjour Fabrice. Et en vous écoutant, je repensais à des films de David Lynch. Je me disais, je pense que Cormac McCarthy les a vus, il aime beaucoup le cinéma contemporain. Il y a quelque chose de commun, vous voyez. Bon, il y a quand même des millions de personnes qui ont vu Mulholland Drive et d'autres films de lui, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors, effectivement, Stella Maris, ça pourrait s'appeler 10 ans avant. Et
le livre consiste très exactement, un peu comme dans la série En thérapie, il consiste en 9 séances entre le psychiatre de cette institution, Stella Maris, et Alicia, qui est la sœur de Bobby et qui est le personnage central et presque unique de ce livre. Et pour ceux que ça surprendrait, il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, alors qu'il était interviewé par un journaliste, les rares interviews qu'il a accepté de donner, Cormac McCarthy avait dit « Oui, on dit toujours que mes personnages sont des hommes, mais un jour, j'espère arriver à écrire un livre dont le personnage principal sera une femme. » Et ben voilà, on y est. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un volume séparé de l'autre. Pourquoi il y a deux livres véritablement, même si c'est la même histoire, mais parce que Stella Maris, c'est l'histoire d'Alicia, cette jeune fille belle, géniale, c'est un génie des mathématiques, qui est très très perturbée par diverses choses et qui, à sa demande, est internée dans cette institution psychiatrique et qui, pendant 9 séances, va être confronté à ce psychiatre dans quelque chose qui ressemble presque à certains moments à une partie d'échecs. C'est-à-dire que elle est redoutablement intelligente, elle élude les questions, c'est même elle à plusieurs reprises qui questionne le psychiatre, elle se moque un peu de lui, et à la fin du livre, elle se moque plus. Mais je ne vous dirai pas pourquoi. Ne nous racontez pas tout, évidemment. On va écouter Cécile, c'est aussi une membre de notre communauté du Book Club. Elle a lu Stella Maris et voici ce qu'elle en retient. Si Le Passager était un livre multiple, extrêmement complexe, constitué presque autant de dialogues, de litanies de dialogues que de descriptions lyriques, presque bibliques, Stella Maris, le 2e tome du diptyque, est centré sur Alicia, la sœur du protagoniste du Passager, Bobby. Et donc Alicia, dans Stella Maris, est encore en vie, c'est avant son suicide, et elle échange avec son thérapeute, et Stella Maris est uniquement constituée de ces échanges, donc de litanies de dialogues qui courent sur des pages et des pages, sans verbe introducteur, sans guillemets, sans tiret pour rythmer ces dialogues. Mais le livre est étonnamment fluide, presque plus que Le Passager, et la grande prouesse de Cormac McCarthy, c'est d'avoir réussi à créer une héroïne extrêmement touchante derrière son cynisme, très vraie, brillante, à l'esprit acéré, simplement en imaginant ce qu'elle dirait à un psychologue, à un psychiatre, sans vouloir trop en dire, mais en disant quand même un peu, en l'amenant à se confesser. Et donc c'est vraiment une héroïne qui marque. Une héroïne qui marque, la première héroïne de sexe féminin, comme vous venez de nous le dire, Olivier Cohen. Fabrice Collin, sur le style d'écriture, là, on sent dans le dernier roman Stella Maris que c'est vraiment très, très particulier, mais à quoi reconnaît-on le style d'écriture de Cormac McCarthy ? C'est assez particulier parce qu'en fait, il y a plusieurs styles McCarthy. Bon, là, sur Stella Maris, on l'a dit, un livre uniquement constitué de dialogues. Son art, justement, du dialogue, qui est pour moi inimitable, fait merveille. Il faut penser effectivement qu'il y a, comme ça a été dit, aucune incise, aucun verbe introductif, aucune notion de placement des personnages, etc. Et que pourtant, on les voit, ils sont vivants, et ça, c'est vraiment une prouesse que d'arriver à faire vivre une intrigue uniquement par des dialogues, parce que c'est vraiment pas simplement un exercice de style, c'est réellement un roman à part entière, avec presque des moments de suspense, de révélation, comme on l'a dit, etc. Il y a vraiment une progression quand même de l'intrigue. Bon. Et puis, à côté de ça, McCarthy, c'est aussi quelqu'un qui est capable de moments de grand lyrisme. Ça a été dit aussi, qui est spécialiste des tirades un peu incantatoires, presque bibliques. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve également dans Le Passager. Mais je dirais que là, il arrivait un petit peu au fait de son art, c'est-à-dire qu'il arrive à concilier finalement ces deux identités de styliste et à les faire cohabiter, à les faire se répondre
à mes yeux de façon vraiment parfaite. C'est quelqu'un qui travaille énormément ses manuscrits, on le sait. Bon, tous les écrivains font ça, mais je pense qu'il a beaucoup de mal à se dire que à un moment c'est terminé. Il a passé de très nombreuses années sur ce diptyque. On parle souvent, Mais Fabrice Collin, de gothique américain. Il reste dans ce style-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et qu'est-ce que c'est en fait? Non, je suis pas d'accord. plus vraiment, je dirais que là, on est presque dans quelque chose qui ressemble un peu à son écriture dans La Route, c'est-à-dire que même si on est dans les années 80 pour Le Passager et avant encore pour Stella Maris, dans Le Passager, je trouve quelque chose d'un peu post-apocalyptique, comme si on était déjà dans les décombres d'un monde en fait. C'est un sujet qui revient souvent chez lui. Et donc on est plus dans quelque chose de prophétique et on est moins disons, la tonalité western qu'il y a pu avoir dans certains autres ouvrages ou ce gothique que vous citez. Pour moi, on est dans presque du post-McCarthy, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est que à presque 90 ans, c'est un homme qui arrive encore non seulement à se renouveler, mais à se mettre en danger et à regarder ce danger en face et à le surmonter, quoi, stylistiquement parlant. Il y a deux visages chez McCarthy, Olivier Cohen. Il y a même plus de visages. Il y en a beaucoup. Et moi, ce que je trouve admirable dans Stella Maris, qui est un livre qu'on peut lire sans avoir lu Le Passager, hein, qui se suffit à lui-même, à travers cette ce qu'on peut, apparente thérapie. En fait, c'est une histoire. Il raconte une histoire, et c'est l'histoire d'un être, et qui est Alicia, et de sa famille. Et c'est vraiment une histoire, c'est-à-dire qu'on fait connaissance avec ses parents, avec sa grand-mère, qui joue un rôle extrêmement important, avec tout ce qui importe dans la vie de cette jeune femme, des choses parfois assez curieuses. Par exemple, elle tombe amoureuse d'un violon qui coûte 500 000 $. Elle est passionnée par la beauté de la musique. Elle parle de la chaconne de Bach. Elle parle aussi de la beauté des mathématiques. Ça, c'est très important. Elle est plus que passionnée. Elle est hantée par les mathématiques et la manière dont elle en parle. Je vous dois dire que j'ai jamais lu quelque chose comme ça sur les mathématiques. Ça donne envie d'en faire ou d'apprendre. Pour quelqu'un comme moi qui a toujours eu du mal avec les maths, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et elle se dévoile petit à petit, et le secret qu'on connaissait si on a lu le livre précédent, mais que là on découvre, elle finit par révéler ce qui est au cœur de sa vie, c'est son amour pour son frère. Et ça, c'est absolument déchirant. Moi, j'avais les larmes aux yeux à la fin de ce livre. C'est dire combien il est intense. Voilà, il y a une intensité de plus en plus grande au fur et à mesure qu'on avance dans Stella Maris, de l'émotion, une montée de l'émotion. Et ça, je crois, c'est la virtuosité incroyable de Cormac McCarthy. Alors, dans La Route, c'était la virtuosité du conteur. Hein, c'est-à-dire personne ne peut lâcher ce livre. Je défie quiconque de s'arrêter de lire La Route avant d'arriver à la fin. Et là, c'est la virtuosité du romancier, et comme l'a dit Fabrice Collin, du dialoguiste. C'est, je crois, un des plus grands dialoguistes parmi les romanciers de notre époque. Vous dites que Stella Maris se suffit à lui-même, ce roman se suffit à lui-même. Est-ce qu'il faut quand même, il y a quand même un ordre de lecture? Est-ce qu'il vaut mieux quand même, si on veut lire Le Passager, commencer par Le Passager? Eh bien, aussi étrange que ça paraisse, je dirais non. Je pense qu'on peut même faire le contraire. On peut commencer par lire Stella Maris, et d'ailleurs ça se passe 10 ans avant Le Passager, donc pourquoi pas, avec au milieu, entre les deux, une sorte de prologue, qui est le prologue du Passager. Et non, je pense que c'est tout à fait possible, et c'est une expérience. Alors, bon, pour moi, c'est un peu compliqué parce que j'ai lu les deux livres
dans l'ordre qui est apparemment le bon, mais je pense qu'on peut, on peut vraiment faire l'inverse. Ça serait intéressant d'avoir des points de vue de lecteurs qui auraient commencé par Stella Maris. Et je signale au passage que Stella Maris a été écrit avant Le Passager. Je rectifie là une erreur importante à mes yeux qui a été faite par pas mal de critiques. Bon, ils ne pouvaient pas le savoir, hein, mais il a d'abord écrit Stella Maris, puis Le Passager. C'est ça aussi, les secrets de fabrication Oui, de la oui. littérature et de l'œuvre de Cormac McCarthy. Ce fut peut-être un chien qui la réveilla. Un son sur la route dans la nuit, puis le silence, une ombre. Quand elle se retourna, il y avait une créature à sa fenêtre. Accroupie sur le rebord, avec les mains crispées comme des cerfs sur ses genoux, ricanant, la tête pivotant lentement. Des oreilles d'elfe et des yeux froids, comme des calots de pierre dans la lumière au mercure du réverbère, si cru sur la vitre. Book Club Culture. Et dans le Book Club, ce vendredi, nous parlons toujours des 2 derniers romans de Cormac McCarthy. Avec vous aussi, Pierre Croze. Un mot sur l'écriture. Il y a pas mal de réactions et de lecteurs sur votre site. Oui, tout à fait. Les retours sur Le Passager sont très bons. Sur Stella Maris, ça commence à arriver. Ils sont aussi très bons. Un élément qui a été salué par la plupart des lecteurs du Passager et qui revient dans la quasi-intégralité des critiques, c'est l'écriture, la plume de l'auteur américain et donc la qualité de la traduction aussi. Ce qui me rend dingue à la lecture de ce roman, c'est l'écriture. Mais comment est-ce seulement possible d'écrire comme ça à cet âge-là? Cormac McCarthy a aujourd'hui 90 ans. 90 ans, merci à la langue française qui a fait vraiment peser chaque année de cet âge. Le type a 90 ans et pourtant il écrit avec la fougue d'un jeune homme de 20 ans. Il y a un élan, une tornade qui vous prend d'entrée de jeu et ne vous lâche plus. Comme le vieil homme a dû pleurer en nous livrant ces phrases venues des tréfonds de ses tripes. Et c'est le cas, ça a été dit ici, mais sur les dialogues, les lecteurs aussi ont remarqué des dialogues virtuoses. Que dire des dialogues? Pas grand-chose. Ils sont d'une vraisemblance sidérante et donnent à ce roman ce ton si frais, énergique et dépaysant. Alors voilà, 90 ans, mais toujours l'énergie d'un jeune homme? Ah oui, je crois, oui. Bon, moi, je n'ai pas eu le bonheur de rencontrer Cormac McCarthy. D'ailleurs, très peu de gens extérieurs à sa famille ou à ses amis l'ont rencontré. Mais j'ai eu la chance de lui parler au téléphone et j'étais étonné par la jeunesse de sa voix, par son humour, sa gentillesse même. C'était pas du tout l'image que je m'étais faite de cet écrivain qu'on imaginait sombre et torturé. C'est pas du tout ça. Et j'ai l'impression que effectivement, malgré son âge, il a beaucoup d'énergie et comme certains grands créateurs, des peintres, des musiciens, des cinéastes, des écrivains. Sur la fin de sa vie, il a trouvé, je pense, une nouvelle jeunesse. Fabrice Collin, il reste un mystère pour vous. Vous écrivez qu'il n'a donné que 2 interviews. Ça veut dire qu'il ne s'exprime pas beaucoup. En tout cas, il ne s'exprime pas non plus beaucoup dans ses livres, parce que 12 romans depuis 1965, c'est pas énorme. Non. Non, mais il y a quasiment, enfin, il y a pas de roman mineur dans sa bibliographie. Il y a ça aussi. Et c'est quelqu'un qui laisse parler ses livres, mais il est un tout petit peu plus présent que Thomas Pynchon, lui qui est complètement invisible. Et puis, à ma connaissance, voilà, les gens à qui il a pu être comparé en termes de stature littéraire, je pense à quelqu'un comme Don DeLillo, sont pas non plus des exhibitionnistes médiatiques. Hein. Voilà, c'est des gens, leurs livres parlent pour eux. Et je voulais signaler quelque chose sur Stella Maris. C'est important que les auditeurs comprennent bien que c'est, comme ça a été souligné, un livre éminemment accessible malgré la complexité des thèmes qui sont abordés et malgré la forme un petit peu inhabituelle aussi. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé en tant que lecteur tout à fait fascinant, c'est que c'est un livre aussi qui nous bouscule, quel que soit notre niveau en physique, en mathématiques. Hein. Moi, je me prétends pas non plus un grand spécialiste de la question, mais il y a tout simplement des questions qui sont renversantes, qui sont posées par Alicia, qui s'interroge notamment sur la source de la folie et qui la lie au langage, qui dit le langage a remplacé la réalité par l'opinion et le récit par le commentaire. Et elle parle de ça parce que il se trouve que les animaux, visiblement, ne sont pas frappés de folie
réfléchit. Elle se demande, comme ils ont aussi une intelligence qui les différencie de nous. Il y a aussi un moment où elle se demande, elle interroge son psychiatre en lui demandant pourquoi dans un miroir les perspectives sont renversées horizontalement et pas verticalement. C'est-à-dire on voit la gauche à la place de la droite, mais on voit pas le haut à la place du bas. Et elle nous explique ça avec une grande simplicité, j'allais dire. Donc on prend, chemin faisant, en plus des cours de physique et de mathématiques et de philosophie du langage. Et ça, c'est assez extraordinaire quand c'est fait de façon aussi naturelle et fluide et imbriquée au récit. Olivier Cohen. Oui, si vous voulez bien, je voudrais revenir sur le texte qu'on a entendu, qui vient d'être lu, qui est assez énigmatique, parce que le personnage étrange qui est décrit, c'est un personnage qui joue un rôle extrêmement important dans ces deux livres, qui s'appelle le Kid. Et Qu'on a déjà croisé dans l'œuvre de Cormac McCarthy. non, Non. jamais. Et lorsqu'à un moment donné, le psychiatre dit à Alicia, bon, alors parlez-moi de vos hallucinations. Le Kid, c'est un ami imaginaire. Et elle répond, c'est pas une hallucination, c'est un personnage. Et ce personnage, à un moment donné, elle dit que c'est un deep-book. Alors c'est intéressant parce que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que de manière extrêmement allusive et discrète, on apprend que ce frère, cette sœur sont juifs et que leurs parents, qui ont travaillé à l'élaboration du programme de la bombe atomique, c'est une famille juive américaine. Et le D-Book, dans la tradition de la culture yiddish, c'est une sorte de petit démon qui vient hanter les vivants et provoquer du désordre, et en même temps qui est porteur d'une forme de sagesse, si vous voulez, hein, même il apparaît comme un perturbateur. Et donc, je crois que la meilleure définition de ce personnage du Kid, ben c'est elle qui la donne. Hein. C'est ce D-Book qui est à la fois une créature complètement imaginaire, mais qui dit quelque chose sur la personne qu'elle parasite, vous voyez. Et ça, c'est un thème, je crois, absolument capital dans ces deux livres. On parle dans Le Passager du monde qui puise son essence dans le chagrin de ses créatures. On parle de Dieu de la bombe atomique, vous venez de le dire, des mathématiques. On croise donc ce personnage. Le Kid, Fabrice Collin, pour terminer, il faut se laisser se perdre aussi dans ces deux livres. Si on ne comprend pas tout, si on n'arrive pas à rentrer tout de suite, il faut se laisser porter par l'écriture de Cormac McCarthy. Oui, bien sûr, mais on a évoqué tout à l'heure, Olivier parlait de Ulysse de Joyce ou du bruit et la fureur de Faulkner. À mon sens, on est dans quelque chose de beaucoup plus accessible quand même, malgré tout. En tout cas, en termes de langage, il n'y a pas grand-chose qui fait obstacle à la lecture. Simplement, je veux dire, on est dans des romans, et notamment dans Le Passager, où il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses à toutes les questions. Ce n'est pas un page-turner où il y aurait du suspense et des éléments qui vont nous être révélés. Principal mystère, quelque part, du livre, on en a déjà parlé, et en fait ce n'est pas un secret, on le sait très vite, c'est l'amour d'Alicia pour Bobby, enfin un amour qui est réciproque d'ailleurs. Et à côté de ça, il y a par exemple des passages assez drôles qui sont les passages où des agents d'un organisme fédéral qui poursuivent Bobby de leurs assiduités parce qu'ils pensent qu'il a peut-être un secret à leur révéler. On ne connaît même pas la nature de ce secret, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent savoir. Est-ce que ça a un lien avec l'épave de l'avion privé qu'il a découvert sous la mer? Est-ce que ça a à voir avec le passé de son père ou encore autre chose? Et puis, on comprend vite qu'on n'en saura pas plus. L'essentiel est pas là. L'essentiel n'est pas dans les articulations un peu prosaïques du récit, du thriller, etc. L'essentiel, il est chez les personnages, ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent et ce qu'ils disent aux
au lecteur. Bobby et Alicia dans Le Passager et dans Stella Maris, les 2 derniers romans de Cormac McCarthy, qui sont donc en librairie, traduits respectivement par Serge Chauvin et Paul Guivarch, aux éditions de l'Olivier que vous avez fondé. Merci beaucoup, Olivier Cohen, d'avoir été avec nous ce midi. Merci aussi à vous, Fabrice Collin. On vous retrouve dans vos chroniques littéraires, notamment dans Le Canard enchaîné. Puis je rappelle le titre de votre dernier roman, Golden Age, aux éditions de l'Imaginaire. Merci à Pierre Croze également, qui nous accompagne comme tous les vendredis de babelio.com. Et avant l'épilogue du jour, on va continuer de parler de Cormac McCarthy avec Mathias Sénard qui nous raconte l'Incipit de Méridien de sang. Méridien de sang de Cormac McCarthy est un des sommets de la littérature du XXe siècle. Un sommet sanglant et crépusculaire, d'une beauté troublante, insidieuse, beauté dans laquelle fleurissent à la fois la plus grande violence et des éclairs presque mystiques, comme des fleurs de malheur. Méridien de sang commence ainsi. Voici l'enfant. Il est pâle et maigre, sa chemise de toile est mince et en lambeaux. Il tisonne le feu près de la souillarde. Dehors, s'étendent des terres sombres, retournées, piquées de lambeaux de neige, et plus sombres au loin des bois où s'abritent encore les derniers loups. Sa famille, ce sont des tâcherons, fendeurs de bois et puiseurs d'eau, mais en vérité son père a été maître d'école. Il ne dessoule jamais. Il cite des poètes dont les noms sont maintenant oubliés. Le petit est accroupi devant le feu et l'observe. Dès l'Incipit de Méridien de sang, McCarthy se montre le roi absolu de la description rapide, de l'évocation parfaite et invincible, ses lambeaux de neige, ses loups, ses poèmes dans les brumes de l'alcool. Nous sommes au Tennessee, dans les années 1840, au moment où une pluie de météorites, les Léonides, déchire le ciel. L'enfant, qu'on appellera plus tard le gamin, et enfin l'homme, va s'enfuir vers l'ouest, emportant ses souvenirs de poèmes et de boissons. Il va rejoindre tout d'abord un groupe de mercenaires, celui du capitaine White, puis une étrange bande de vagabonds, de pillards et de tueurs d'Indiens, celle de John Joel Glanton. Le gamin est un combattant infatigable, à la main, au couteau, avec toutes les armes qu'on voudra bien lui confier. Glanton est un personnage malheureusement historique, un affreux chasseur de scalps dont la violence, attestée par plusieurs sources, est détaillée dans le récit dont s'est inspiré McCarthy pour imaginer Méridien de sang, intitulé « Ma confession » du soldat de fortune Samuel Chamberlain. Le génie de McCarthy, à part celui du rythme, de l'image vive et puissante comme un coup de hache, est d'utiliser la fiction pour construire des personnages extraordinaires à partir de quelques traits tirés des sources, et notamment de Chamberlain. Car si nous suivons la vie du gamin, le centre de Méridien de sang, la figure principale, le sujet du roman, c'est le juge Holden, ce géant albinos et glabre dont la peau ne se teinte que de sang ou des reflets des flammes. C'est le juge Holden qui apparaît et réapparaît sous les pluies d'étoiles filantes pour mentir, calomnier, tuer, détruire, brûler tout ce qui est à sa portée. Le juge Holden, c'est aussi un savant. Un homme qui connaît aussi bien les langues des humains que les noms des plantes, un jouisseur et un musicien. Sans doute un des personnages les plus féroces de l'histoire de la littérature, le juge Holden brille de tous les feux de l'ennemi. Méridien de sang est certes un western digne du meilleur Peckinpah, mais encore magnifié par la puissance de la littérature et le pouvoir d'évocation de McCarthy. Nous avons la chance, en France, que ce texte soit magnifiquement traduit, comme presque tous les ouvrages de McCarthy, par François Hirsch, pour les éditions de l'Olivier en 1988. François Hirsch, traducteur de génie, dont la phrase française est aussi miraculeusement rythmée, scandée, bâtie que cette danse de poignard qu'est Méridien de sang dans l'original anglais. Et on espère vous avoir donné envie de découvrir donc ce grand écrivain américain Cormac McCarthy. Merci beaucoup Mathias Sénard pour les Incipits. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Book Club qui prépare cette émission. Anouk Delfino, merci Anouk, Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanne Agrapard, Didier Pinault et Alexandre Alaïk-Begovic. C'est Colin Gruel qui réalise cette émission et la prise de son ce midi. Alex Dang, on termine comme chaque jour avec l'épilogue. Je pense qu'il a beaucoup de mal à se dire qu'à un moment c'est terminé. Pour quelqu'un comme moi qui a toujours eu du mal avec les maths, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Il n'y a pas de roman mineur dans sa bibliographie. Bon, il y a plusieurs couches, quoi. Et donc, c'est vrai que ça demande une certaine attention. Mais c'est pas si difficile que ça. On est dans quelque chose de beaucoup plus accessible quand même. Je suis d'accord, globalement. Et ça, c'est assez extraordinaire